Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Tech Serma Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Des assez grosses news cette semaine-ci avec notamment le fait que AMD a techniquement arrêté le support des RX 6000 au niveau driver, mais ils sont en partie revenus en arrière, on va en parler. Nous avons aussi Chat Control qui était cette loi très controversée en Europe qui finalement ne va pas passer, mais finalement, en vrai, ça peut toujours passer parce qu'ils vont juste le renommer dans une autre loi. Et puis vous avez d'autres news en tout genre, notamment au niveau Nvidia qui a atteint une valeur de plus de 5 trillions, c'est ça, 5 milliards du coup, c'est billions. En France, c'est billions, il me semble. Enfin bref, dans tous les cas, Nvidia est très riche et il y a plein d'autres news. Vous avez une table de matière dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Commençons tout de suite. Commençons justement par Chat Control qui était un projet de loi au niveau européen pour lutter contre la pédocriminalité. Et pour information, ce projet de loi avait pour but initialement de tout simplement permettre à n'importe quel pays européen de contrôler tout ce qui passe par chat en ligne ou message, donc par exemple Messenger, je sais pas moi, Telegram, WhatsApp. Normalement, ces applications de messages sont chiffrées, donc un message est chiffré avant d'être envoyé à un autre utilisateur. Donc en théorie, c'est pas possible de vraiment lire ce qui se passe dans ces messages. Et le but ici de Chat Control était de tout simplement rajouter une backdoor qui permettait de tout simplement casser ce chiffrement et de pouvoir lire les messages en clair. Mais du coup, l'Union européenne a décidé d'abandonner chaque contrôle parce que ça posait tout simplement trop de controverses. Le principe initial de la loi est louable, évidemment, de lutter contre ce genre de choses, mais derrière, oui, c'est un énorme problème. Rajouter littéralement une backdoor dans tous les systèmes chiffrés pour pouvoir lire les messages en clair, je pense que c'est facile de comprendre pourquoi ça pose problème. Et pour ceux qui ne comprendraient pas, ça permet de tout simplement contrôler tous les citoyens européens. Vous pouvez littéralement regarder les messages d'une personne, peut-être d'un journaliste qui critique un gouvernement. On prend l'exemple par exemple d'un pays comme la Hongrie où il y a d'énormes problèmes à ce niveau-là. Donc par exemple, vous avez un journaliste ou même un adversaire politique qui envoie des messages à d'autres personnes. Eh bien, le gouvernement hongrois pourrait juste regarder les messages en mode non, mais c'est juste pour voir s'il ne fait pas des activités criminelles. Mais derrière, évidemment, ce serait pour voir ce qui se passe et peut-être même contrecarrer les plans de cette personne ou même les trouver des excuses pour les mettre en prison ou autre chose. Donc c'est un énorme problème si c'est évidemment mal utilisé. Et le problème, c'est que on peut jamais vraiment faire confiance à n'importe qui parce que on sait très bien que à un moment ou un autre, ce sera mal utilisé. Et puis aussi, si cette porte secrète existe, donc imaginez, pour votre sécurité, le gouvernement vous dit, OK, au cas où, je sais pas, tu as un malaise ou autre chose, on va juste garder une porte chez toi. Elle est à l'arrière, hein, elle ne se voit pas. Et on a une clé, on peut juste rentrer quand on veut. Et du coup, vous pourriez dire, oh ben c'est louable, de toute façon, c'est juste la police qui a la clé, donc ça va. Mais le truc, c'est, qui garantit qu'une autre personne ne va pas voler la clé ou trouver la clé d'une manière ou d'une autre. Et là, ce serait aussi un énorme problème avec Chat Control parce que ça ouvrirait la porte à des hackers et tout ça de tout simplement trouver un moyen de récupérer cette clé d'accès et justement accéder littéralement à tous les messages chiffrés en Europe. Et le dernier problème avec Chat Control, selon moi, c'était le fait que les criminels, les personnes qui sont visées par cette loi, auraient juste utilisé un autre programme. Ils auraient juste utilisé d'autres moyens de chatter en ligne qui ne sont pas forcément autorisés par l'Union européenne. Mais quand vous faites des activités criminelles, vous allez déjà contre la loi. Donc si, je sais pas moi, l'Union européenne en mode « Ah non, vous ne pouvez pas utiliser ce système de message en ligne parce qu'il ne travaille pas avec la loi de chat control et on ne peut pas avoir les messages chiffrés. » Qu'est-ce que vont faire les criminels? Ils vont utiliser ça justement. Donc ça ne mène à rien. Les personnes qui auraient été punies au final par cette loi, ça aurait été monsieur tout le monde. Et les vrais criminels qui auraient pu être arrêtés avec cette loi n'auraient pas été arrêtés parce qu'ils se seraient tout simplement adaptés automatiquement. Alors personnellement, en tant que personne qui touche quand même pas mal à l'informatique et qui a des neveux et tout ça qui sont souvent en ligne, selon moi, la meilleure façon de justement lutter contre ce genre de crime, c'est de lutter directement à la source et c'est tout simplement avoir des parents qui sont plus responsables. Alors je sais que c'est pas toujours facile parce que il y aura toujours des parents irresponsables, mais si vous avez des enfants ou si vous connaissez des personnes qui ont des enfants, surtout en dessous de 13 ans, il y a juste des règles de base que vous devriez avoir toujours. Les appareils connectés, ils doivent être toujours utilisés dans une pièce de vie. Par exemple, si vous avez un ordinateur familial, il doit être dans la pièce de vie. Vous ne laissez pas un enfant en dessous de 13 ans, selon moi, avoir accès à un ordinateur de manière non supervisée. Vous ne le laissez pas aller dans sa chambre, caché quelque part. Vous devez toujours avoir la possibilité d'avoir l'œil sur cet ordinateur. Alors évidemment, ce n'est pas entièrement possible de toujours contrôler ce que font les enfants, hein, on est d'accord. Ils feront toujours des bêtises, mais il y a aussi d'autres trucs, selon moi, qui semblent logiques, c'est
intéressez-vous aussi à ce que font vos enfants, à quoi ils jouent, qu'est-ce qu'ils font sur l'ordinateur. Regardez de plus près quel genre de vidéos YouTube ils regardent pour juste avoir une meilleure visibilité justement sur ce qui se passe. Je ne dis pas de faire la police, mais juste voilà, au moins montrer aussi un petit peu d'intérêt au centre d'intérêt de vos enfants. Et aussi, juste des règles, selon moi, que vous devriez toujours adopter, c'est évitez que vos enfants jouent à Roblox. Roblox, c'est juste horrible. Là-dessus, il y a eu énormément de controverses ces derniers temps, justement, au niveau de Roblox, où vous avez des personnes mal intentionnées qui utilisent le jeu pour entrer en contact avec des mineurs. Et après, donc ils utilisent le jeu pour ça, mais après, ils vont sur d'autres plateformes, comme par exemple Discord, pour justement continuer leurs actes. Et c'est ça que je dis aussi, c'est que même si vous passez chat control, ce genre de criminel va juste dire hey, installe juste ça, comme ça on peut chatter ensemble et tout. Et ils passeront sur une autre plateforme qui n'est pas contrôlée. Donc, c'est pour ça que chat control, au final, oui, aurait pu arrêter quand même quelques criminels, mais la plupart des criminels seraient passés outre. Et le problème derrière aussi, c'est que ça aurait rajouté des énormes soucis de sécurité pour beaucoup de gens qui ne le méritent pas ou qui n'ont rien fait et qui derrière seraient exposés totalement à des soucis de sécurité. Parce que vous comprenez bien que enlever, ou plutôt permettre d'enlever littéralement tout système de chiffrement en ligne, est un énorme souci. Je pense qu'il n'y a pas besoin de décrire pourquoi, encore une fois. Alors maintenant, tenez compte que Chat Control, c'est pas la première fois qu'ils essayent de passer et puis finalement, ils sont en mode « Oh non, non, on va pas le passer parce qu'il y a des problèmes ». Ils réessayent tous les X temps, tous les ans, tous les 2 ans. Donc, tenez compte que ce n'est pas fini, cette bataille, selon moi. Si vous pensez que Chat Control est un problème parce que la loi est juste beaucoup trop invasive pour justement régler un problème, vous devriez rester informé là-dessus et je n'hésiterai pas justement à faire d'autres news dans les prochains textes là-dessus parce qu'il y a déjà un autre projet de loi qui a, je ne sais plus le nom, mais c'est un nom, ça a toujours des noms incroyables, hein, ces projets de loi, c'est genre la loi pour protéger l'entièreté d'Internet ou autre chose, et vous dites, wow, ça a l'air bien comme loi, et puis vous regardez le texte et c'est genre, non, ça ne protège pas Internet, c'est juste un truc pour ajouter des contrôles sur les gens ou autre chose. Donc, il y a déjà un autre projet de loi, mais il est pire que Chat Control, donc ce serait bizarre que celui-ci arrive à passer, alors que Chat Control n'est pas passé. Donc, tenez-en compte. Mais c'est sûr et certain, ça reviendra sous une autre forme. C'est pas une question de si, c'est une question de quand. Alors, je tiens quand même à préciser que selon moi, je pense qu'on est quand même chanceux d'être dans l'Union européenne parce qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises au niveau de l'Union européenne qui profitent à tout le monde. Il y a certaines décisions qui pourraient être prises, ils mettent un petit peu de temps, mais globalement, je pense que c'est un positif. C'est juste que de temps en temps, vous allez avoir ce genre de choses qui essayent de passer. Et là, vous vous souvenez que mais la démocratie et selon moi, le fait d'avoir des droits, c'est pas une chose garantie. C'est quelque chose que vous devrez continuer de vous battre toute votre vie. Et si vous ne faites pas attention, en quelques années, même des fois en quelques mois, hein, si vous regardez un peu les États-Unis, on peut vite perdre beaucoup de ses droits très rapidement. Et donc, il faut toujours rester un petit peu alerte. Je sais que la politique, ça fatigue très rapidement, mais juste, voilà, restez un petit peu informé, restez un petit peu alerte pour justement prévoir par rapport à ce genre de choses. Parce qu'encore une fois, chat control, dans le principe, est une bonne chose. Ça a pour but d'arrêter, selon moi, un énorme problème. Mais derrière, ça va être très mal utilisé et on le sait très bien et ça va poser d'énormes problèmes au niveau de la liberté des gens. Donc voilà, juste une petite précision par rapport à ça. J'essaye de pas trop parler de politique personnellement sur le Tech Sama Show parce que selon moi, c'est plus les news tech. Mais ça, c'était quand même quelque chose qui concerne beaucoup des gens qui regardent cette vidéo, même la plupart des gens. Donc je pense que c'est assez important justement d'en parler, de donner le point de vue d'une personne voilà, qui est un petit peu plus dans le milieu. Et voilà, c'est mon point de vue. Je n'impose sur personne, mais si vous trouvez ça valide et que vous êtes d'accord avec mon point de vue, je vous demande juste de voilà, rester un petit peu informé sur ce genre de projet de loi parce que ça pourrait poser d'énormes problèmes dans le futur. Ensuite, nous avons une petite news YouTube avec quelques fonctionnalités qui ont été rajoutées qui sont plutôt intéressantes, ce qui est quand même notable parce que des fois, YouTube, ils aiment bien faire un pas en avant, 2 pas en arrière, donc c'est quand même notable quand ils rajoutent des fonctionnalités qui aident. Et le premier truc, je vais le mentionner directement, ils ont enfin retiré cette limite stupide de 2 mégabytes pour une miniature YouTube. Depuis je ne sais combien d'années, quand vous uploadez une miniature pour YouTube, elle ne pouvait pas dépasser 2 mégabytes. Le truc, c'est que 2 mégabytes, c'est très facile de dépasser ça, surtout si vous uploadez un point PNG. Au lieu d'un point JPEG, vous allez dépasser les 2 mégabytes. Ils ont enfin augmenté la limite de 2 à 50 mégas. Je suis en mode,
Pourquoi on n'est pas passé juste à 10 mégas, voilà, quelques années? Non, voilà, d'un coup, on passe de 2 mégas à 5 mégas. Mais bon, je suis quand même reconnaissant parce que bah, ça fait énormément de temps que cette limite de 2 mégas est en place et elle était complètement stupide parce que je peux uploader. Vous pouvez créer un compte maintenant, aller sur YouTube, uploader une vidéo 4K qui dure 5 heures et YouTube sera en mode OK, let's go. Par contre, vous voulez mettre une miniature qui fait 2,1 mégabytes et YouTube est en mode oh non, t'es malade, beaucoup trop large ça. C'est juste stupide. Donc enfin, cette limite va être enlevée parce que c'était, oui, encore une fois, c'était juste stupide. Alors je ne pense pas que vous devez faire des miniatures qui font 50 mégas, ce serait assez stupide. Mais encore une fois, juste, vous voulez uploader un PNG va vite dépasser 2 mégas et vous vous retrouvez limité. Donc ça ne fait pas de mal. Alors beaucoup de ces fonctionnalités en réalité sont un petit peu en rapport avec la TV parce que si vous ne savez pas, YouTube sur TV a pas mal progressé ces derniers temps et moi-même je le vois dans mes stats YouTube. Il y a beaucoup plus de gens qui regardent YouTube avec leur TV, donc ça c'est plutôt intéressant, je suppose. Et donc c'est pour ça aussi qu'ils ont augmenté la limite de miniature parce que quand vous avez une miniature compressée à 2 mégas sur un énorme écran de 65 pouces, c'est pas très beau. Donc uploader des miniatures plus haute qualité, ben, ça semble logique, ça va aider parce que souvent en plus 2 mégas c'est une image de 1080p bien souvent. Si vous voulez uploader une image en 4K, 2 mégas, c'était pas assez. Donc, juste, voilà, beaucoup de ces fonctionnalités concernent justement la version TV de YouTube, même si ça aussi vous concernez aussi sur la plateforme normale. Une autre nouveauté aussi, d'ailleurs, c'est qu'il y a une nouvelle interface sur PC, pour ceux qui l'ont vu. Elle est assez différente. Personnellement, je trouve que ça va, je suppose. Certaines personnes vont la détester, certaines personnes vont l'aimer, c'est toujours la même chose. Personnellement, je trouve que ça va, ça n'enlève pas de fonctionnalité, en tout cas, ça n'enlève pas quelque chose que j'utilisais personnellement. Et je trouve même que certains boutons sont plus accessibles, donc voilà, ça ne me dérange pas la nouvelle interface. Ah, et pour information, voilà à quoi elle ressemble, cette nouvelle interface. Comme vous pouvez voir, les boutons sont juste un petit peu changés, c'est un peu plus moderne, je dirais. Et vous avez les boutons importants, par exemple les paramètres et tout ça. Avant, c'était plus une barre en dessous. Donc là, c'est plus des boutons qui flottent, plus logique. Ils ont changé un petit peu justement le design de certains de ces boutons, notamment le bouton théâtre, mais tout est toujours là. Donc ça c'est bien. On a toujours aussi la barre des matières. Comme vous pouvez voir, si je tape ici, ça envoie sur la barre des matières. C'est juste que, ah ouais, elle s'est mise aussi à droite ici. Donc ça c'est toujours présent. Et je ne le vois pas ici, mais sur certaines vidéos, vous pouvez voir un graphique qui montre l'intérêt des gens selon la longueur de la vidéo. Parce que des fois, les gens skippent une partie de la vidéo. Vous pouvez voir un graphique qui monte et qui descend selon l'intérêt des gens. Ça aussi, ça a changé. Ça ressemble. On dirait que c'est quelqu'un qui a tracé à la main quelque chose. C'est OK. Ça me dérange pas personnellement, mais c'est différent. Une autre chose qu'ils ont rajouté qui ne concerne pas juste les TV d'ailleurs, c'est un mode. Bon, la vidéo est toute petite, mais comme vous pouvez voir ici, c'est écrit super résolution et c'est tout simplement une fonctionnalité YouTube qui va concerner surtout les vidéos en dessous de la qualité 1080p, mais qui à terme va même concerner toutes les vidéos en dessous de la qualité 4K. Et en gros, YouTube va recréer, va prendre la vidéo originale. S'il était en 240p, ben, ce sera 240p. Et puis faire une version 480p upscalée, donc avec un mode super résolution en gros. Et puis un 720p, un 1080p. Et dans le futur, comme j'ai dit, ils iront même jusqu'à 4K. Et donc le but, c'est de remettre un petit peu à jour l'ancien catalogue de YouTube parce que vous avez beaucoup de vidéos qui datent, qui sont en dessous de la qualité 1080p. Je pense notamment vous avez Ito sur YouTube, c'est un Minecraftien qui parle anglais. À une époque, il uploadait en 480p, donc toutes ces vidéos vont techniquement être upscale. C'est différent du filtre qu'on a vu, j'en avais traité récemment sur les shorts, où YouTube mettait, sans demander, un filtre qui rendait les shorts plus nets, mais ça ressemblait à un filtre vraiment fait par IA, parce que c'est certainement un filtre par IA, qui donnait l'impression que justement les images, les vidéos étaient faites par IA, et donc c'était pas une bonne chose. Ici, c'est différent, et tenez compte que les créateurs maintenant pourront juste dire « Ah non, tu ne peux pas faire un upscale de mes vidéos. » Si par exemple, vous avez uploadé beaucoup de gameplay, je sais pas moi, d'un jeu rétro, et que vous ne voulez pas que ce soit justement mis en mode super résolution, ben vous pourrez dire « Non, tu ne le fais pas. » Donc ça, c'est cool qu'ils laissent l'option. Et en tant qu'utilisateur, évidemment, vous pourrez toujours sélectionner une qualité originale et vous voyez qu'on voit justement la différence. On voit que ça, c'est 240p, c'est original. Et à partir de 480p qui est en super résolution, c'est écrit, donc au moins, c'est clair pour tout le monde. Donc personnellement,
vu que le fait que les créateurs peuvent dire non, je n'en veux pas sur ma chaîne, ça me va. Ça me va personnellement. Je pense que c'est tout à fait raisonnable et ça permettra de remettre un petit peu à jour tout cet ancien catalogue de vidéos YouTube qui existe et que justement YouTube veut certainement mettre en avant à des nouveaux utilisateurs. Ensuite, nous avons une news qui concerne une victoire pour l'industrie du gaming et une défaite pour Nintendo. C'est plutôt notable parce que il faut quand même le reconnaître, des fois Nintendo, ils se permettent un petit peu trop de choses. Et du coup, ça concerne évidemment Palworld. Palworld est un jeu qui ressemble sur pas mal de points à Pokémon, au point même que du coup Nintendo avait décidé d'attaquer en justice. Palworld a fait des changements pour moins ressembler à Pokémon, mais récemment Nintendo avait décidé de tout simplement déposer un brevet sur le système de capture de Pokémon, ou plutôt le système de capture de monstres. Donc, basiquement, n'importe quoi qui ressemble au système Pokémon, qui est de prendre une boule, un diamant, peu importe, un objet, et lancer sur un monstre pour le capturer, Nintendo est en mode, c'est à nous, c'est notre système, on décide de le breveter. Et le truc, c'est que la news positive, c'est le fait que le bureau japonais de brevet a juste décidé de rejeter ce brevet de la part de Nintendo. Ils ont dit, non, vous ne pouvez pas breveter ça. Ce qui est quand même assez notable parce que les lois de copyright au Japon sont très sévères, vraiment très sévères. Ce qui est encore plus incroyable quand vous voyez que les développeurs de Palworld sont japonais. Donc oui, les développeurs de Palworld pour moi, sont des badass. Ils ont une sacrée paire de boules parce qu'ils sont des boules pour capturer peut-être des Pokémon d'ailleurs, parce qu'ils se sont dit, on va faire un jeu qui ressemble énormément à un jeu de Nintendo, même l'un des plus connus de chez Nintendo, alors que Nintendo est une entreprise connue pour le fait de attaquer en justice n'importe qui, même un mec qui a fait un émulateur à l'autre bout du monde, ils attaquent en justice. Donc on va faire un clone de leur meilleur jeu, ou en tout cas un jeu qui ressemble énormément, alors qu'on est au Japon, le pays d'où vient Nintendo, et en plus de ça, c'est un pays connu pour avoir des lois de copyright hyper sévères. Franchement, les mecs, c'est des champions. Mais une chose est sûre, ici, c'est une victoire pour Palworld et aussi pas mal d'autres jeux, parce que le truc, c'est que lancer un objet pour capturer un monstre ou autre chose, il y a plein d'autres jeux qui utilisent ça. C'est pas juste Pokémon. Et il y a plein d'autres jeux qui utilisent ça depuis de très nombreuses années. Copyrighter des principes de gameplay comme ça est juste, selon moi, dégueulasse. Vous en avez d'autres. Par exemple, vous aviez Warner Bros. A copyrighté le système de Nemesis que vous aviez dans Shadow of Mordor, qui est pourtant... les ventilateurs se sont énervés d'un coup, je ne sais pas pourquoi. Donc, ils ont copyrighté ce système-là qui est génial. Donc, le principe, si vous ne savez pas, c'est que si vous rencontrez un ennemi, mais que vous ne le tuez pas, mais que vous lui faites, je sais pas moi, vous le blessez autre chose, cet ennemi se souviendra de vous et il référencera dans votre prochaine rencontre le fait qu'il vous a déjà rencontré et même il pourra s'améliorer pour devenir meilleur pour essayer de justement vous contrecarrer derrière. C'est un système qui est génial. Sauf que Warner Bros. Maintenant, le Shadow of Mordor est sorti là je ne sais combien d'années. Ils ont copyrighté ce système-là et ils n'ont jamais plus utilisé dans aucun jeu. Donc, c'est-à-dire que vous avez ce système-là qui serait génial dans plein d'autres jeux, qui est copyrighté et que personne ne peut utiliser parce que Warner Bros. A décidé que c'est à nous, mais on va rien faire avec. Donc, juste pour vous montrer, copyrighter des principes de gameplay est juste stupide et mauvais pour toute l'industrie du jeu vidéo. Vraiment. Donc, là, c'est clairement une petite victoire. Une petite, parce que ça reste Nintendo. Ils vont continuer de trouver des moyens de foutre en l'air certains trucs. C'est que le truc, c'est Nintendo, on donne souvent un pass gratuit parce que c'est une entreprise qui, selon moi, fait des très bons jeux. Je dirais même que, contrairement à d'autres entreprises qui se sont concentrées sur des choses que les gens ne veulent pas, Nintendo, bien souvent, s'est concentré sur ce que les gens veulent, le gameplay. Bon, ces derniers temps, ils ont un peu plus de mal. J'ai vu avec le dernier Mario Kart, c'est un peu bancal. Évidemment, Pokémon, c'est très bancal depuis de nombreuses années. Et je le dis en tant que fan de Pokémon, j'ai joué basiquement à tous les jeux Pokémon, depuis les premiers Pokémon. Donc, je pense que je peux parler ici par expérience que, ces dernières années, c'est pas trop ça. Donc, quoi qu'il arrive, je pense qu'on donne un pass un petit peu trop facile à Nintendo parce qu'ils sont connus pour avoir fait des très bons jeux, en tout cas par le passé. Mais une chose est sûre, c'est qu'au niveau d'avancer l'industrie du jeu vidéo, permettra l'industrie du jeu vidéo de devenir meilleure pour tout le monde. Nintendo n'est clairement pas une bonne entreprise à ce niveau-là. Et je dirais même que Nintendo est une entreprise assez horrible à ce niveau-là et a fait des choses très négatives par le passé et continueront certainement d'en faire. Donc voilà,
Personnellement, fini le pass gratuit pour Nintendo. C'est une entreprise, on peut le dire, assez horrible. Ils font des très bons jeux. Et je suis très content qu'ils fassent des très bons jeux comme ça. Mais j'aimerais que derrière, ils soient un petit peu plus respectueux du reste on va dire, du milieu du gaming et permettent à d'autres gens de peut-être faire des choses qui ressemblent un petit peu à leur jeu sans littéralement les attaquer en justice pour les faire disparaître de la face de la terre. Ou juste arrêter d'attaquer en justice n'importe quel émulateur qui arrive sur le marché, même des émulateurs pour des consoles qui ne sont même plus d'actualité chez Nintendo. Et pourquoi vous attaquez en justice ou vous détruisez des émulateurs pour une console que vous ne vendez même plus, quoi, les mecs? C'est n'importe quoi. Enfin bref. Et maintenant, on en arrive au deal de la semaine, et j'en ai pas beaucoup, j'en ai juste 3. Je pense que tout le monde garde leur deal pour le Black Friday, ce qui est fort probable. Mais dans tous les cas, en premier, nous avons l'iPad de base, la version update avec la puce A16, qui est passé à 347 €. C'est le plus bas prix, en tout cas sur Amazon, et en réalité, j'ai regardé sur les autres plateformes depuis de nombreux mois, ou en tout cas hors promotion, parce que, voilà à peine quelques mois, elle était encore à 379 et même 394 €. Donc, c'est selon moi la meilleure tablette que vous pouvez acheter. Les iPads ont un bien meilleur écosystème que les tablettes Android. Vous avez beaucoup plus d'applications qui sont faites pour les iPads. Vous avez pas mal de jeux. La puce A16 est très puissante. Franchement, c'est vraiment la meilleure tablette entrée de gamme, même si c'est plus un prix milieu de gamme, que vous pouvez acheter et vous serez tranquille un bon moment avec. Donc, si vous aimez le multimédia et que vous voulez un plus gros écran que votre téléphone, c'est selon moi la meilleure alternative, en tout cas pour rester simple. Maintenant, il y a d'autres tablettes qui existent, mais des fois elles sont trop chères. C'est ça le problème, surtout sur Android. Ensuite, on a un petit écran qui est pas petit, parce que c'est un écran 27 pouces de chez Acer. C'est le Nitro G27. What the GMB. Qui a fait ce nom? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un écran de 27 pouces IPS 120 Hz, 1440p, 16 neuvième évidemment, avec un prix de seulement 129,90 €. Donc ça, c'est plutôt serré comme prix. C'est même l'un des prix les plus bas que j'ai vu pour un écran 1440p qui reste plutôt bon, parce que IPS 120 Hz, c'est pas mal. Pour beaucoup de gens, ce serait largement suffisant pour jouer. Et vous pouvez toujours le faire tourner en 1080p dans certains jeux qui seraient un peu plus lourds. Donc franchement, un bon petit écran si vous avez une config pas trop chère, ou si vous voulez avoir un second écran à côté de vous, ça peut faire l'affaire. Et c'est au niveau promotion. Je croyais que j'en avais une troisième, mais le prix n'était pas aussi intéressant que je le pensais. Je fais pas mal de tri là-dessus. J'essaie de trouver des deals qui sont réellement intéressants. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez juste utiliser un des liens affiliés dans la description pour acheter un de ces produits. Et ça permet justement, comme j'ai dit, de soutenir la chaîne. Donc, merci d'avance. Ensuite, nous avons une news très triste, mais qui porte aussi énormément en confusion de la part d'AMD. Donc, pour resituer, AMD a sorti récemment un nouveau driver qui est le 2510.2. OK. Et ce driver, bizarrement, était séparé en deux branches. D'habitude, il y a juste une branche qui concerne toutes les dernières cartes graphiques AMD, jusqu'à des assez vieilles au final. Bien maintenant, vous avez une branche qui concerne les RX 7000 et 9000, et puis vous avez une autre branche maintenant, qui concerne les RX 5000 et 6000. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans le changelog d'ailleurs de ce driver, ils ont indiqué que les GPU de la série RX 6000 et 5000, donc c'est-à-dire tous les GPU RDNA 1.0 et 2.0, ne recevraient tout simplement plus que des drivers de maintenance. Ça veut dire des drivers pour juste fixer des problèmes de sécurité, mais aucune mise à jour pour améliorer les performances dans certains jeux qui pourraient sortir. Donc si vous avez un jeu qui vient de sortir, qui a clairement des problèmes, bien souvent, Nvidia et AMD, ou même Intel, vont sortir un driver pour améliorer les performances et tweaker un petit peu les réglages de leur driver pour ce jeu-là, pour qu'il tourne mieux, tout simplement. Ça se fait énormément. À chaque sortie de jeu AAA, vous aurez souvent un driver de la part d'AMD ou Nvidia ou Intel pour ce jeu-là, pour justement régler ces problèmes. Donc, selon ce changelog, ça voulait dire que, oui, les GPU RDNA 2.0 et 1.0 n'aurait plus ces optimisations dès la sortie d'un jeu. Et vous devez bien vous en douter, c'est un énorme problème, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les RX 6000 sont pas si vieilles que ça. La dernière RX 6000 qui est sortie, c'était la 6700 GRE en Chine, et c'était en 2023. Ça fait même pas 2 ans. Et la dernière RX 6000, on va dire en Europe, qui est sortie, c'était même en 2022. C'était par exemple la 6950 XT ou la 6750 XT. Et du coup, ça, forcément, ça date pas énormément. C'est juste 3 ans. Et encore pire, c'est que ça concerne tous les GPU RDNA 2.0. Il existe un autre produit qui est littéralement sorti cette année-ci, qui est basé sur RDNA 2.0, et c'est ce fameux
Ryzen Z2 Go que vous avez dans certaines consoles mobiles, un marché pourtant qu'AMD essaye de dominer avec beaucoup de produits justement, eh bien, cette nouvelle puce qui est sortie cette année-ci, mais qui est juste une puce recyclée, on va être honnête, ne serait, oui, plus supportée. Et aussi, techniquement, ça concerne le Steam Deck, mais le Steam Deck a ses propres drivers qui sont faits, c'est des drivers open source. Donc, en réalité, c'est pas vraiment un problème parce que la communauté pourrait toujours fixer des problèmes. Et il y a aussi Valve qui est derrière pour justement fixer ce genre de problème. Donc, le Steam Deck est un peu à part. Mais je parlais au passé, en partie dans cette phrase, vous avez dû l'entendre, parce que forcément, quand la communauté a vu ça, ils étaient en mode What the fuck AMD? Et là, AMD était en mode Oh mince, non, mais on s'est trompé. Le changelog n'était pas correct. Il y aura toujours des mises à jour pour les RX 6000 et 5000. C'est juste, il y aura des mises à jour pour optimiser, mais pas toujours en même temps que les RX 7000 ou 9000. Voilà, il y en aura toujours, mais pas autant. Donc là, ça porte à confusion parce que vous pourriez dire, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que si un nouveau jeu AAA sort et que le driver RX 7000 et 9000 est mis à jour avec des optimisations, est-ce que les RX 6000 vont devoir attendre une semaine, 2 mois, 6 mois? On ne sait pas. Littéralement, on ne sait pas. Ça porte à confusion. Un autre truc qui porte à confusion, juste pour vous montrer à quel point c'est le foutoir le plus complet ici, c'est le fait que vous avez aussi AMD, dans le premier changelog de ce driver, a indiqué que les RX 7900 qui avaient un port USB type C ne supporteraient plus la charge par ce port USB type C. Donc, ça concerne... C'est un peu spécifique, on va être très honnête. Mais du coup, ils sont revenus en arrière pour dire que non, c'était une erreur. Ce ne sera pas désactivé. Alors que c'était dans le premier changelog. Donc là, vous dites, qui a rédigé ce changelog? Est-ce que ça a été rédigé par une IA qui a juste fait des erreurs et personne n'a vérifié derrière? Je ne sais pas, franchement. Mais ça n'enlève pas le problème de AMD va potentiellement, on ne sait pas à quel point, mais potentiellement mettre moins à jour le driver des gens qui possèdent des RX 6000, ce qui, encore une fois, représente pas mal de gens et représente des produits pas si vieux que ça, et même des produits qui sont sortis cette année-ci. Donc c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Pour juste un point de comparaison, dans un précédent Texamacho, on avait parlé du fait que Nvidia arrêtait le support des drivers pour les GTX 1000. Et c'est la même chose qu'ici. Ils ont arrêté le support de drivers pour des optimisations de jeu, mais ils sont toujours en mode maintenance. C'est-à-dire que s'il y a une faille de sécurité découverte sur une GTX 1060, elle serait fixée quand même via un driver. C'est des mises à jour de maintenance. Donc, c'est similaire, sauf que ici, les GTX 1000 datent de là plus de 7 ans. Donc, Nvidia a arrêté le support pour des GPU plus vieux de 7 ans. Là, AMD est en mode, oh, tu sais, ce GPU qu'on a sorti là, à peine 3 ans, ou même qu'on a sorti cette année-ci, le driver, on va l'arrêter. Enfin, en partie. Parce qu'encore une fois, ils sont revenus en arrière. Selon moi, c'est vraiment ça. Je pense qu'ils sont réellement revenus en arrière parce que qui poste ça dans un changelog et puis juste est en mode « Oh mince, on a oublié de préciser ça ». Pour moi, c'est vraiment AMD qui revient en arrière. Je peux comprendre que peut-être ils ont des ressources limitées, peut-être qu'ils n'ont pas assez de développeurs pour garantir des drivers pour toutes les cartes qu'ils ont sorties de ces dernières années. Peut-être qu'ils veulent se concentrer, justement, mettre plus de ces développeurs sur des nouvelles fonctionnalités, permettre aux RX 9000 d'être meilleures, plus compétitives. Mais derrière, forcément, vous devez bien vous en douter, c'est un gros doigt d'honneur à des gens qui ont pourtant acheté des produits v'là des années, qui ont supporté la marque, pourtant à une époque où ils avaient clairement du mal. Donc c'est juste mauvais. Franchement, c'est mauvais pour l'image d'AMD. Je ne comprends pas pourquoi ils font ce genre de choses. Enfin, je comprends qu'en partie, encore une fois, selon moi, c'est peut-être pour réallouer des ressources de développeurs pour des cartes plus récentes, pour être plus compétitif là-dessus. Donc c'est en partie une raison. La raison est en partie l'argent aussi, clairement, parce que ces développeurs coûtent de l'argent. Mais c'est juste stupide. C'est juste stupide d'avoir arrêté le support, en tout cas pour les RX 6000. Les 5000 encore, je dirais, ok. Mais les 6000, il y en a tellement, et surtout RDNA 2.0, vous avez énormément de CPU avec des GPU RDNA 2.0 intégrés, donc qui ne recevraient plus des optimisations dans les jeux. Et encore une fois, vous avez la puce Z2 Go qui existe, qui est sortie cette année-ci, c'est juste stupide. Et donc, même s'ils font encore des drivers, le truc, c'est qu'on ne sait pas à quel rythme ils vont le faire. Et maintenant aussi, vous, en tant qu'acheteur, franchement, en tant qu'acheteur, peut-être même les gens qui ont acheté une RX 7000, vous voyez ça, vous êtes en mode « Oh, mais la prochaine fois que j'ai une carte graphique à acheter, est-ce que je prends la marque qui supporte leur carte graphique pendant 7 ans minimum ? Ou est-ce que je prends la marque qui arrête le support supposé en partie, on ne sait pas, c'est pas très clair, après seulement 3 ans, ou même après seulement quelques mois ?
parce qu'encore une fois, la puce Z2 Go, c'est pas une... ça reflète très mal sur l'image d'AMD parce que ça montre que si vous faites confiance à la marque, peut-être que la marque va juste vous dire ah non, on met plus à jour ta carte graphique. Et ça, c'est très mauvais pour les utilisateurs. Donc, j'implore, selon moi, AMD de vraiment revenir en arrière. Pas juste genre, oh mince, on a fait une erreur, il y aura quand même des mises à jour de temps en temps. Non, revenez totalement en arrière. Faites encore des mises à jour, en tout cas pour les RX 6000 surtout, c'est les plus importantes, je pense. Et tous les GPU RDNA 2.0, continuez de faire des mises à jour encore maintenant, parce que c'est juste stupide. Continuez de faire des mises à jour encore pendant quelques années, je dirais peut-être jusqu'à au moins 2027, 2028 même, parce que ça semble juste être le plus logique. Surtout quand vous venez littéralement cette année-ci de sortir un nouveau produit avec un CGPU, ou même si on tient compte de la sortie des dernières RX 6000 en Europe, qui était encore une fois 2022, c'est juste logique justement de faire encore des mises à jour pour ce genre de produit. Ensuite, nous avons Windows 11 qui va rajouter quelque chose de plutôt positif pour une fois, il faut quand même le noter, c'est le fait qu'ils vont rajouter un système de diagnostic de mémoire. Donc en gros, si le système détecte que vous avez eu un problème dû à votre mémoire, quand vous allez redémarrer votre PC, il va vous mettre ce message qui est en anglais ici, mais il y aura une version française, qui vous dit de hey, veux-tu faire un scan de ta RAM pour voir si tout va bien? Et selon d'ailleurs un commentaire d'une personne qui a pu le tester, ce scan peut vraiment durer très longtemps. Donc c'est un vrai scan de mémoire qui va essayer de trouver des problèmes. C'est juste que lui, quand il a testé, ça c'est un petit peu... C'est toujours Microsoft. Un pas en avant, deux pas en arrière, ou deux pas en avant, un pas en arrière peut-être ici. C'est le fait que après avoir fait le scan, le message dit hey, on va scanner et puis on va te dire le résultat après. Il n'a pas donné le résultat. Donc la personne a fait un scan pendant je ne sais combien de temps et puis il n'a pas eu de résultat. Donc ça, ce sera certainement fixé. Mais ça montre juste des fois à quel point Microsoft pousse des nouvelles fonctionnalités et puis c'est pas entièrement testé. Je sais pas comment ils font des fois. Mais bref, c'est une bonne chose quoi qu'il arrive parce que beaucoup de problèmes souvent sur PC sont dus à des problèmes de mémoire et les problèmes de mémoire sont très aléatoires. Ça c'est un problème avec la mémoire, c'est que quand vous avez une carte graphique qui surchauffe, vous allez le voir. Ça se voit dans un jeu, votre jeu va avoir des problèmes de performance, c'est plus facile à identifier. Quand votre RAM a des problèmes, c'est aléatoire. Vous pouvez avoir un jeu qui crache, vous pouvez avoir votre PC qui crache, vous pouvez avoir n'importe quel genre de problème, totalement aléatoire, et ça vient de la RAM justement, parce que tout passe par la RAM, et dès que vous avez un problème de RAM, ça peut affecter n'importe quel aspect de votre PC. Même des fois, vous pourrez avoir des problèmes de stabilité au démarrage, avant même d'avoir atteint Windows. Donc voilà, pouvoir faire ce genre de scan directement intégré, est une très bonne chose pour trouver justement ce genre de problème. Si vous voulez faire des tests par vous-même, sans utiliser cet outil, il y a des outils qui existent, open source, vous avez même Test par exemple, que vous pouvez installer sur une clé USB bootable pour carrément même pas avoir Windows chargé et faire un test pleinement de votre RAM. Ça marche très bien, je vous le recommande fortement si vous avez des doutes, si vous avez des petits problèmes de stabilité un peu aléatoires que vous n'arrivez pas à identifier, faites un petit même test, ça ne fera pas de mal et ça permet d'identifier justement si votre RAM est instable. Et si elle est instable, c'est peut-être à cause de votre profil XMP, votre profil AXMP ou profil Expo. Et là, vous devriez peut-être le désactiver des fois, c'est dommage. Ou une autre solution, c'est de donner un peu plus de voltage à la RAM, ça peut aider. Ensuite, on a une autre entreprise qui va sortir une console mobile avec un de ses fameux processeurs, ou plutôt APU Ryzen AI Max. Mais contrairement aux autres entreprises qui utilise juste le 395+, qui est, oui, le plus puissant, mais qui est clairement surdimensionné pour ce genre de console. Ici, One X Player va sortir une version de base, en plus du 395, avec un Ryzen AI Max 385, qui est une puce beaucoup plus raisonnable. Pour information, au lieu de 16 cœurs CPU, vous avez un V8, qui est similaire à une puce Z2, mais contrairement à la puce Z2 extrême qui a 16 CU de GPU, donc le GPU composé de 16 CU, ici le 385 utilise 32 CU, donc le double d'une puce Z2 extrême, et au final pas si loin de la puce 395 qui elle utilise 40 CU. Donc on aurait toujours des très bonnes performances pour une console qui reste raisonnable au niveau enveloppe thermique. Donc vous doutez bien que forcément, vu la puce que vous pouvez mettre dedans, vous pouvez mettre jusqu'à un AI 395+. One X a mis ici un système de refroidissement plutôt véloce en réalité. Vous pouvez voir, il y a 4 heat pipes, 2 ventilateurs, un beaucoup plus gros radiateur que ce qu'on aurait sur des consoles mobiles. Et forcément, ça se fait au détriment aussi de la batterie. Parce que oui, il n'y a pas de batterie. La batterie, vous pouvez la coller à l'arrière via un système. On peut la voir d'ailleurs
Non, on ne la voit pas ici, mais là, on peut la voir. Donc, vous avez une batterie de 85 watts que vous pouvez brancher. Ou alors, vous pouvez utiliser un câble directement pour alimenter la console. Un truc aussi notable, vous pouvez voir ici, ça, c'est pas un câble d'alimentation. C'est un système de water cooling. Parce que oui, pour atteindre encore plus les performances, ils ont aussi rajouté un système de water cooling. Parce que vous devez bien vous en douter, ce processeur peut monter jusqu'à 120 watts. 120 watts, c'est beaucoup trop à refroidir dans une console aussi petite, même en enlevant la batterie et en mettant plus de radiateurs. Donc, pour ce mode de performance le plus élevé, vous aurez, oui, un système de water cooling. Ce qui est, selon moi, c'est stupide parce que c'est overkill pour rien du tout. Mais vous pouvez quand même mettre un TDP plus bas. Vous avez un mode 25 watts, 55 watts, 80 watts et 120 watts. Et comme vous pouvez voir, en 55 watts, on a pratiquement toutes les performances de ce processeur. On n'est pas très loin, au final, des 12 000 points du mode 120 watts. Je dirais même que c'est incroyable. Ça montre à quel point ces puces sont très efficaces au niveau énergétique. Vraiment très efficaces. Le mode 120 watts est juste poussé pour rien du tout. Genre, oui, c'est le mode le plus performant, mais pour chaque watt en plus que vous rajoutez au-dessus de ça, vous ne gagnez pas grand-chose. Clairement, ces processeurs, selon moi, ont été faits pour tourner à 80 watts, voire un petit peu en dessous, 65 watts, et éventuellement, vous pouvez le faire tourner ici comme ils le font à 55 watts. Donc, c'est là que je conseillerais de les utiliser. Et comme on aura la version avec le 385, je rappelle, qui sera en plus moins cher, je pense que ce sera tout simplement la meilleure option. Alors aussi, OneXplayer utilise un truc assez intéressant, c'est qu'ils utilisent un SSD, comme vous pouvez voir, qui est plus gros qu'une carte micro SD. C'est différent aussi du micro SD Express, tenez-en compte. C'est un mini SSD et vous pouvez avoir quand même des assez grosses tailles. Et c'est un format qui n'est pas propriétaire, c'est un format en réalité qui existe, qui n'est pas très utilisé, mais que permettrait de justement rajouter du stockage très facilement. Et vous pouvez voir qu'ils ont le mini SSD ici, et en plus vous avez aussi un SSD 2280 à l'intérieur. Donc ça c'est plutôt cool. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait davantage voir justement dans plus d'appareils. Et ce mini SSD, ça déconne pas parce qu'il fait quand même 3,5 gigas à la seconde, ce qui est basiquement les vitesses du PCI Express 3.0 en x4, ce qui est franchement pas déconnant. C'est même tout à fait utilisable. Il y a même beaucoup d'ordinateurs portables qui n'atteignent même pas ce genre de vitesse avec des SSD de taille, de grosse taille pourtant. Donc voilà, un petit détail intéressant. Ensuite, nous avons Thermal Grizzly qui va sortir le WireView Pro 2, qui est une amélioration du WireView Pro 1, qui était un système pour monitorer le câble 12 pins de NVIDIA, pour juste voir combien passait de courant la consommation. Ici, la version 2 va, vous en doutez bien, monitorer tous les câbles d'alimentation. Il y a 6 câbles qui portent le courant vers justement la carte graphique. Et donc, ils vont monitorer le nombre d'ampères qui passent dans chaque câble pour vous indiquer s'il y a un problème. Donc, ouais, ça permet de contrecarrer les problèmes de ce fameux connecteur 12 pins. Et en plus de ça, vous avez d'autres systèmes. Vous avez un ventilateur qui va s'activer quand le câble commence à justement dépasser les specs qu'il est censé respecter. Donc, ça permettrait en partie de le refroidir pour éviter qu'il fonde. Il y aura une alerte sonore ainsi que visuelle. Et vous avez normalement un logiciel aussi qui vous permettra de monitorer en partie ça et certainement aussi d'éteindre le PC, je suppose. Donc, c'est dommage que ce genre de produit a besoin d'exister. Franchement, pourquoi on est dans un monde où on a besoin de faire ce genre de choses? Mais je suis quand même reconnaissant de la part de justement Debauer, qui est derrière Thermal Grizzly, d'avoir fait ce genre de produit parce qu'honnêtement, actuellement, il n'y a basiquement aucune solution. La seule solution que je vois, c'est la ROG Astral, qui est cette carte-là d'ailleurs, a un système pour monitorer justement les pins de la carte graphique et vous alerter s'il y a un problème. Mais ça passe par le câble 12 pins. Moi, j'utilise le câble BTF et j'ai pas assez de fonctionnalité du coup. Donc voilà. Mais c'est pas grave parce que le câble 12 pins est sur la carte mère. Donc ma foi, si quelque chose crame, c'est la carte mère. Elle coûte moins cher. Donc ça va. Enfin bref. Ouais. C'est le seul système qui existe à l'heure actuelle. Donc, avoir un truc comme ça, c'est franchement dommage qu'on doit en arriver là, mais ça peut peut-être valoir la peine. Par contre, ça coûte $140. Aussi, autre problème, il y a une version avec le connecteur dans les deux sens, mais vous devez le mettre directement sur la carte graphique. Donc, si vous avez une Thunder Edition avec le connecteur qui arrive en angle, ça marche pas. Et si vous êtes comme moi avec un connecteur BTF, ça marche pas non plus. Donc, voilà. J'aimerais bien l'utiliser, mais je peux pas. Ensuite, Nvidia est bourré aux as, ou plutôt tout le monde pense que Nvidia vaut beaucoup d'argent parce que la valeur totale d'Nvidia a dépassé les 5 trillions. Alors, c'est le trillion anglais. En français, c'est billion. Oui, ça porte à confusion. J'ai jamais compris pourquoi il y avait une telle différence. Donc, pour information, c'est l'unité de mesure au-dessus du milliard. Hein. Donc, on a le million, le milliard, le billion, le billiard.
Sauf qu'aux États-Unis, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont le million, le billion, oui, le trillion et ainsi de suite. Donc en réalité, l'anglais est plus logique là-dessus. Je ne sais pas pourquoi on fait ça en français. Enfin bref, dans tous les cas, c'est la plus haute valeur jamais atteinte par n'importe quelle entreprise. Tenez compte que c'est la valeur que donne le marché à Nvidia. Ça ne veut pas dire que Nvidia vaut littéralement ça, ou en tout cas, c'est ce que le marché pense que Nvidia vaut, mais voilà, ça à vous de décider s'ils valent vraiment ça. Et du coup, c'est assez notable parce que Nvidia, il y a à peine quelques années, était même pas dans le top 10, même pas, je pense même dans le top 50 des entreprises au niveau valuation. Donc c'est juste un énorme saut et ça aussi veut dire qu'ils valent plus que Apple ou même Microsoft qui est quand même pas mal monté ces dernières années d'ailleurs. Et du coup, ma foi, félicitations à Nvidia, je suppose. Vous avez gagné au capitalisme, voilà votre trophée. Est-ce que maintenant on peut avoir des graphiques pour moins cher? Ce serait pas mal, merci. Et il y a d'autres news Nvidia, ils ont notamment aussi montré leur prochain super chip qui va succéder à Blackwell. Donc ça, c'est un super chip qui vont sortir en 2026 qui s'appelle Vera Rubin. Les noms des architectures Nvidia pour information sont toujours viennent toujours de grands scientifiques par le passé. Donc Vera Rubin est un autre scientifique qui existe, je ne sais pas c'est qui par contre, je vais être très honnête. Dans tous les cas, c'est du coup le successeur de Blackwell, comme j'ai dit. Ça arrivera en 2026. Je ne sais pas si ce sera un successeur qu'on verra dans des graphiques grand public. Peut-être que ce sera encore l'architecture d'après et qu'ici Nvidia fait cette architecture en particulier pour le data center, donc tenez-en compte. Et donc c'est une énorme amélioration par rapport forcément au GPU Blackwell. Donc là, vous pouvez voir les deux énormes GPU Vera Rubin l'un à côté de l'autre sur ce PCB. On voit aussi les énormes... Il me semble que ça, c'est les connecteurs d'alimentation ou c'est ceux en bas, je ne sais plus. Il y a des connecteurs aussi pour connecter plusieurs de ces PCB l'un à côté de l'autre pour en avoir encore plus, donc tenez-en compte. La mémoire aussi est intégrée au processeur graphique parce que c'est de la mémoire HBM4. Donc c'est pour ça aussi que ça paraît aussi grand, hein, même par rapport à la main de Jensen ici. C'est pas qu'il a des petites mains, c'est que ce GPU est vraiment énorme. Et c'est pour ça que vous voyez pas de mémoire autour. Ça, c'est juste les tâches d'alimentation qui est énorme aussi. Ça, c'est un processeur ARM au milieu. Ce n'est pas le GPU. Et là, vous avez de la DDR, ou plutôt de la LPDDR5, qui est la mémoire justement du processeur et qui sera en partie utilisée pour charger les modèles directement vers la mémoire GPU. Même si je ne pense pas que c'est le truc le plus important. Le plus important, c'est clairement les GPU au-dessus. Et du coup, oui, énormément de puissance, vraiment beaucoup de puissance. Mais pour le commun des mortels, ça ne veut pas dire grand-chose parce que cette puissance concerne surtout les IA. Pas vraiment des trucs pour les jeux vidéo, donc tenez-en compte. Et nous avons de plus en plus de marques qui se lancent justement sur le marché des data centers. Vous avez ici Qualcomm qui va sortir les Qualcomm AI 200 et Qualcomm AI 250 qui sont, comme vous pouvez voir, des racks serveurs complets avec justement des puces pour accélérer tous les calculs d'IA faits par Qualcomm. Et ce qui est assez notable, c'est que ces GPU de chez Qualcomm, ou ces accélérateurs d'IA, je devrais plutôt dire, vont consommer énormément, forcément dans un seul rack. Apparemment, un seul rack pourra consommer jusqu'à 160 kW. OK, ça fait beaucoup quand même. C'est pour ça que quand ils parlent de data center maintenant, ils parlent même plus en puissance, ils parlent en mégawatts. Ils disent, ah, ce data center, il va consommer 200 mégawatts. Voilà, je suis tranquille. Donc, vous ne soyez pas étonnés maintenant qu'on parle juste en kilowatts. Peut-être que la prochaine RTX 6090, Nvidia va pas dire le nombre d'FPS qu'elle fait en jeu, ils vont juste dire elle consomme 2000 watts. Voilà, c'est sa puissance, 2000 watts. C'est tout à fait possible en réalité. Enfin bref, et du coup, pour le gros... Alors, il n'y a aucun chiffre de performance. Qualcomm n'a rien donné, donc c'est juste pour le moment du vent, honnêtement. Le seul truc qu'on sait, et c'est pas forcément le plus représentatif de la puissance, mais on sait qu'ils vont avoir énormément de mémoire sur ces calculateurs parce qu'ils auront jusqu'à 768 gigas de LPDDR. On ne sait pas quel type d'ailleurs de mémoire pour chacun de ces GPU, ce qui est énorme. Et pour information, chez AMD avec les MI 350X, vous avez 288 gigas de HBM3E. Et les MI 400E vont aller jusqu'à 432 gigas par GPU. Donc, les Nvidia B200, donc c'est Blackwell, eux ont jusqu'à 180 Go de HBM3E par GPU. Bien souvent, vous avez plusieurs GPU, donc ils peuvent travailler ensemble, tenez-en compte. Et Intel, eux, ils sont à 128 Go de HBM2 avec Gaudi 3. OK. Et donc là, vous pourriez vous dire, oh, 2 fois plus qu'il y a la concurrence, ou même 3 fois plus des fois, c'est forcément 3 fois meilleur. Non, pas forcément. Avoir beaucoup de VRAM peut aider.
ça permet de charger des modèles beaucoup plus gros et certains modèles sont énormes, hein, pour information. Je suis en train de faire des tests actuellement du Ryzen AI Max et pour information, vous avez OpenAI qui a sorti une version open source de ChatGPT 4o et cette version-là fait déjà 80 gigas dans la VRAM. 80 gigas de VRAM pour ça. Et c'est un petit LLM. Donc les plus gros LLM, je ne sais plus à combien était ChatGPT 5, mais c'est juste énorme. C'est en centaines et centaines de gigas, voire même c'est pas très loin du Tera. Et même les plus gros GPU de Nvidia et même AMD, je pense à l'heure actuelle, ne peuvent pas charger l'entièreté du modèle sur un seul GPU. Bien souvent, les GPU sont en pool, donc ils partagent leur mémoire pour justement permettre de faire ça. Donc, avoir beaucoup de VRAM, ça peut être positif. Maintenant, si l'accélérateur derrière n'arrive pas à calculer assez vite justement faire l'accélération de cette IA derrière pour justifier une telle quantité de RAM, ça sert un peu à rien, quoi. C'est comme avoir, je sais pas moi, c'est comme avoir un réservoir d'essence dans votre voiture qui fait 1000 litres, mais derrière c'est une 2 chevaux. Ça va pas beaucoup vous aider. Oui, vous pourrez aller très loin, mais vous allez aller très loin lentement, donc ça sert un peu à rien. Par contre, si vous avez 1000 litres dans une Ferrari ou autre chose, bon, ça va alourdir un peu la Ferrari. Mais derrière, forcément, vous pourrez aller encore plus loin avec cette Ferrari et assez vite. Donc voilà, j'espère que la comparaison paraît logique. Je ne sais pas. Ensuite, du côté des mortels, donc nous, vous avez AMD qui a enfin sorti la Radeon Pro AI R 9700, c'était un nom un petit peu long, qui est basiquement une 9070 XT avec 32 Go de VRAM, donc juste x2 au niveau VRAM, mais les autres specs sont exactement les mêmes, donc même quantité de CU, donc le GPU est basiquement le même. Tenez compte que toutefois il est restreint au niveau overclocking, donc en réalité ces cartes sont moins bonnes au niveau gaming que les 9070 XT, surtout si vous allez overclocker votre 9070 XT. Mais derrière, forcément, le but de ce GPU, c'est tout ce qui est un petit peu marché professionnel avec ces 32 Go de VRAM. Alors, oui, vous pouvez les utiliser pour les calculs d'IA, mais le truc, c'est que ce ne sera pas forcément pour tout le monde. J'ai vu une vidéo très intéressante de Level 1 Tech, qui est une chaîne que je recommande beaucoup si vous parlez anglais et surtout vous êtes intéressé par Linux, où il a testé 2 de ces j'allais dire RX, mais plutôt R9700 en combat, et du coup 2 de ces GPU ensemble, vous avez jusqu'à 64 Go de VRAM, ce qui commence à être pas mal. Et dans ces tests, il trouvait que il se débrouille en réalité plutôt bien. Évidemment, Nvidia arrive à faire mieux avec une 5090, surtout que 2 de ces GPU va coûter, pour information, $1300. Donc 2 R9700, c'est basiquement le prix d'une RTX 5090, et la RTX 5090 sera toujours plus puissante, mais elle a 2 fois moins de VRAM. Et ça, dans certains cas, ça peut faire la différence. Donc, en réalité, AMD semble avoir plutôt fait un bon travail, mais tenez compte que c'est spécifique. C'est voilà, dans pas tous les types de calculs où AMD se débrouille le mieux. Nvidia a toujours des forces, notamment en FP8, si je me souviens bien. Blackwell est fait pour le FP8, et donc ça leur permet d'avoir des énormes niveaux de performance dessus. Or qu'AMD, voilà, commence juste un petit peu à arriver sur le FP8, donc pas la même chose, même s'ils se débrouillent encore pas trop mal. Ensuite, AMD va sortir plus de processeurs avec des caches X3D. Alors, on a toujours des rumeurs sur ce fameux 9950 X3D 2 qui aurait 2 caches X3D sur chacun de ces CCD. Donc, c'est-à-dire qu'il n'aurait aucun des problèmes, notamment du 9950 X3D, où des fois, certaines tâches ne vont pas utiliser les cœurs qui ont le cache X3D, donc vous n'avez pas profité du gain de performance. Non, là, aucun problème. Il y a un cache X3D sur chaque CCD, ça marche. Alors, ce processeur semble plutôt viser tout ce qui est un petit peu IA, parce que le cache X3D est plutôt bon pour ça. Ça permet d'accélérer pas mal de choses. Et donc, ça peut aider dans justement un petit serveur. Alors, pas forcément dans les data centers, hein. C'est plus dans un petit serveur que vous feriez dans une petite entreprise. Ça peut aider si c'est couplé à des bons GPU. Donc, ça semble être plus le but ici et pas forcément le gaming. Mais ça pourrait quand même profiter au gaming. Et puis, il y a aussi une rumeur sur un 9850 X3D, oui, qui serait basiquement un 9800 X3D overclocké. Donc, au lieu d'avoir un boost à 5,2 GHz, il aurait un boost à 5,6 GHz. Ça ferait en partie la différence, mais après, je pense que là, la différence en jeu serait quelques pourcents à tout casser. Donc, pas le plus intéressant, et surtout, il sera certainement plus cher. Il y a aussi un fameux 9600 X3D, qui, ça, par contre, serait beaucoup plus intéressant. Un 6 cœurs avec un cache X3D, moi, je dis oui, surtout s'il est à bon prix. Et même un 7500 X3D, donc qui serait une version encore moins chère du 7600 X3D qui existe. Hein. On le trouve surtout en Allemagne, si je me souviens bien, mais ce serait du coup une version moins chère. Donc
Moi, moins cher, je dis pourquoi pas, ça fait pas de mal. Et par le passé, ils ont sorti aussi un 5500 X3D, tout ça. Donc, il y a pas mal de X3D qui sont sortis ces derniers temps. AMD est vraiment en mode, hey, tu veux un cache X3D? Tu as le droit d'en avoir. Tout le monde a le droit à un cache X3D. Ensuite, nous avons AMD qui s'est dit que le nom des processeurs mobiles Ryzen portait à confusion. Il est temps de renommer. Sauf que c'est ce qu'ils se sont déjà dit là quelques temps et qu'ils avaient déjà fait un renommage avec une logique qui était très bizarre. Je vous rappelle, avec les Ryzen 7000 mobiles, il y avait le fait que selon le chiffre dans le Ryzen 7000, ça pouvait être une architecture ou l'autre. Ça peut être Zen 2, Zen 3, Zen 4. Voilà, c'était un peu le loto. Mais il y avait une logique. Sauf que personne ne comprenait cette logique, ou en tout cas, personne n'avait une charte toujours avec eux pour regarder et de se dire « Ah oui, ok, c'est ce processeur-là parce que ça... » Non, ça portait à confusion. Donc, ils ont abandonné un petit peu cette logique-là. Ils ont sorti des Ryzen 8000 mobiles, voilà. Ensuite, ils sont passés au Ryzen 200, ou techniquement 300, puis ils ont quand même ressorti aussi des 200. Aucune logique ici. Et maintenant, ils vont sortir des Ryzen, tenez-vous bien, 100 et des Ryzen 10. Sauf que ces Ryzen 100 et 10, il y a une logique, vous allez comprendre. Il faut juste voir si AMD continue avec. Mais ces processeurs-là sont juste des renommages de processeurs existants. Et certains de ces processeurs, c'est assez marrant, utilisent des GPU RDNA 2.0. Donc, ça fait un beau parallèle par rapport à la news d'avant. Enfin, une des news d'avant, en tout cas. Et du coup, voilà la logique. Les processeurs Ryzen AI 300 sont basés sur Zen 5, qui est la même architecture que les Ryzen 9000 de PC fixe. Donc, ça, c'est l'architecture actuelle, la meilleure. Quand il y aura des Ryzen AI 400, ce sera certainement la prochaine architecture AMD, donc les nouveaux processeurs. Logique, voilà, on continue, on incrémente. Mais du coup, pour pouvoir réutiliser les anciens processeurs, ils avaient sorti d'ailleurs des Ryzen 200, qui étaient juste un renommage des Ryzen 8000. Donc ceux-ci sont basés sur Zen 4, qui est la même chose que les Ryzen 7000 de PC fixe. Donc jusqu'à maintenant, ça va. Et maintenant, ils vont sortir des Ryzen, ou plutôt renommer des processeurs en Ryzen 100. Ces Ryzen 100 vont utiliser un peu la même logique de nomenclature. Donc, vous aurez des 110, 130, 150, 160, 170, un petit peu comme on a des 250, 270 ou des 360, 370. Logique, hein, plus le nombre est élevé, plus on se rapproche du haut des 300, plus c'est le meilleur processeur, et plus on est en bas de ces 300, plus c'est celui d'entrée de gamme. Donc ça, je pense qu'on comprend assez bien. Donc là, même logique, c'est basé du coup sur Zen 3+, qui est techniquement, du coup, au niveau PC fixe, l'architecture qu'on a dans les Ryzen 5000. Et puis, vous allez avoir les Ryzen 10. Alors, 10 n'est pas forcément, pour moi, représentatif, parce que quand on dit Ryzen 100, on sait que ça va être des Ryzen 150, 170. Là, ça ne va pas être des Ryzen 17, Ryzen 15. Non, c'est des Ryzen 40, 30. Donc, c'est plutôt des Ryzen 0, en quelque sorte. Donc, voilà. Mais c'est logique, je suppose. Hein, voilà. Vous avez le meilleur Ryzen de cette génération-là sera un Ryzen 70 du coup. Le meilleur de la génération d'après sera un Ryzen 170. Le meilleur d'encore après serait le 270 et puis le 370. Vous voyez la logique? Je pense que c'est déjà plus logique que ce qu'ils avaient fait avec les Ryzen 7000 où c'était juste, voilà, on mettait plusieurs chiffres l'un à côté de l'autre. Je pense que c'est plus logique. Maintenant, c'est clair que c'est un renommage complet. Tous ces processeurs existent déjà. Comme je dis, c'est du recyclage, tenez-en compte. Après, ce sera surtout pour des petites machines pas chères. Mais comme vous pouvez bien vous en douter, quand vous voyez ça, vous dites « Hey, c'est un nouveau processeur ». Alors que non, c'est pas un nouveau processeur, c'est un très vieux processeur. Donc ça voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux au niveau clarté pour le consommateur, même si c'est meilleur que ce qu'on avait jusqu'à maintenant, je suppose. Mais il va y avoir un petit peu d'arnaque sur des produits qui vont ressortir et que les gens vont se dire « Oh, c'est neuf », mais pas vraiment. Maintenant, le truc, c'est que je me dis, est-ce qu'ils vont continuer à suivre cette logique? Est-ce que la prochaine architecture mobile, ce sera les Ryzen AI 400? On ne sait pas avec AMD, franchement. Surtout que tenez compte que, là c'est assez marrant, mais les Ryzen, comme ils disent Zen 2, les Ryzen 10, donc, sont basés sur Ryzen 4000, sauf que les 4000, il y en a très peu qui existent, c'est plus les Ryzen 3000 en réalité. Donc là aussi, ça porte à confusion. Vous avez le fait, comme j'ai dit, que certains de ces processeurs utilisent des cœurs RDNA 2.0. Donc ça veut dire des GPU qui techniquement ne seront plus supportés officiellement, en tout cas avec tous les drivers d'optimisation de jeux vidéo. Donc ça, c'est assez marrant. Ah, et le dernier truc aussi marrant, c'est qu'il y a des Ryzen 9000 mobiles. Ça existe. Et c'est plus ceux qui sont destinés au marché des portables gaming. Sauf qu'il y a aussi des portables gaming avec des Ryzen. Voyez le problème avec AMD ici? Le meilleur processeur mobile AMD, c'est le 9950 HX3D. C'est une version X3D, du même qu'on a sur PC fixe, mais en version mobile. OK?
Donc, pourquoi c'est pas un Ryzen AI 370 HX 3D, hein? Pourquoi c'est pas ça? Je ne sais pas. C'est AMD. Voyez la logique ici? Mais bon, c'était avant cette annonce de renommage, donc on va voir si ils vont continuer dans cette logique, parce que je vous jure que si, je sais pas moi, la prochaine architecture, il nous sort des Ryzen AI 400, mais qu'à côté de ça, au niveau PC fixe, on arrive au Ryzen 10000, je suppose, ce serait logique qu'ils fassent, et que derrière, ils nous fassent un 10950 HX 3D, qui est un processeur mobile, mais juste pour les ordinateurs portables gaming, ça va juste être le bordel. Franchement, ça va juste être le bordel. Donc voilà, AMD, ok, je trouve que ce renommage est plus logique, mais continuer avec plus que 1 ou 2 années, c'est ça le problème. Ils décident de tout renommer, et puis juste ils le font pendant 1 an, et puis ils sont en mode, on va encore changer. Alors, on va encore utiliser un autre nom, on va changer, et ils continuent de le faire. Voilà, c'est un cycle. Donc AMD, restez juste logique pendant au moins, je sais pas moi, 6 ans, ça ferait pas de mal. Merci d'avance. Et du coup, c'est la fin de ce Texama Show. C'est dommage aussi, mais on doit en rester là. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, laissez un pouce rouge. On se retrouve après une prochaine vidéo. Je vous dis ciao.